Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de 64 débats. Qui résiste à Donald Trump? Qui peut lui résister? Nous posons la question un an, jour pour jour après son élection à la Maison-Blanche. Nous sommes le 5 novembre. Le futur maire de New York, dont on a parlé dans la première partie, Zoran Mamdani, peut-il endosser ce rôle de premier opposant au président américain? Avec nous pour en parler, Elisabeth Shepard-Selam. Soyez la bienvenue. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des États-Unis et des relations internationales, maîtresse de conférences de sciences politiques à l'université de Tours. À vos côtés, un autre Américain, professeur d'études américaines à l'université Sorbonne Nouvelle Paris. Bonsoir James Cohen, soyez le bienvenu. Et vous êtes membre, je le précise, des Democrats Abroad. Ce sont les démocrates de l'étranger. Frédéric Arnoux, journaliste à Radio-Canada, notre partenaire, auteur du livre. C'est aussi l'Amérique, portrait d'un pays polarisé. On verra tout à l'heure votre livre. Et puis en direct de New York, Tristan Cabello. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des États-Unis, maître de conférences en civilisation américaine à Johns Hopkins University. Ma première question est pour vous, Tristan Cabello. Est-ce ça y est, Donald Trump, il a trouvé un adversaire à sa taille, l'homme qui peut lui résister en la personne donc du nouveau maire de New York, Zoran Mamdani? Oui, alors c'est en tout cas ce que Donald Trump essaie de faire croire. Bon, Zoran Mamdani a gagné, c'est vrai, l'élection. Il a gagné l'élection haut la main, mais il faut quand même rappeler que le maire de New York, c'est finalement un poste dans lequel il y a des pouvoirs très limités. Et donc, Zoran Mamdani ne pourra pas aller à l'encontre des décisions de Donald Trump. Mais sur le plan des idées, Mais sur le plan des idées, c'est vrai que voilà, il s'oppose très clairement. Et surtout, ce qu'on a vu chez Zoran Mamdani, c'est que comme Trump, c'est quelqu'un qui est très fort dans les médias, dans les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui passe très bien à la télé. C'est quelqu'un qui est très télégénique, qui est très bon en débat. Et donc, on peut penser, bien évidemment, que dans les quelques prochaines années, il y a un opposant là, au moins sur le terrain médiatique, là où les démocrates sont un peu endormis. Elisabeth Shepard-Selam, Donald Trump, je sais que tu regardes, j'ai 3 mots pour toi, monte le son. Voilà ce qu'a déclaré le vainqueur Zoran Mamdani. Il veut clairement se mesurer au président américain? Moi, je pense que cette élection, parce qu'il y avait plusieurs élections hier soir, était aussi un peu cette question de s'opposer à Donald Trump, que ça soit au niveau de New York, qui de toute façon, on se doutait que Mamdani allait être cette opposition à Donald Trump, mais aussi dans d'autres États où les démocrates ont gagné haut la main. Alors vous aimez bien rappeler que, attention, il peut peut-être tenir ce rôle, en tout cas dans les idées, mais il ne pourra pas briguer la Maison-Blanche, il ne peut pas se présenter à la présidentielle. Alors, deux choses. D'abord, New York ne représente pas les États-Unis plus généralement. Donc Mamdani à New York peut-être, mais au niveau national, c'est autre chose. Et puis deuxièmement, légalement, selon la Constitution, il faut être né américain et pas naturalisé. Et il faut le rappeler, il est né au Ouganda et donc il ne pourrait pas être président américain. James Cohen, nous sommes le 5 novembre, ça fait un an jour pour jour que Donald Trump a gagné la présidentielle. Tiens, d'abord, vous êtes démocrate et après on va poursuivre. Hein, ce n'est pas un débat sur le vainqueur de la mairie à New York, le vainqueur de la municipale. Mais vous êtes gêné ou pas en tant que démocrate? On sait que c'est un homme qui divise un peu le parti démocrate. Je ne suis pas du tout gêné. Il a mené une campagne absolument extraordinaire. Ouais. Et vous êtes socialiste donc, désormais. Écoutez, vous me demandez si je suis socialiste? Personnellement, à titre personnel, je le suis. Vous assumez. Démocratiquement socialiste. On n'est pas censé me poser ces questions. Donc pour Donald Trump, je réponds sincèrement. Donc vous êtes communiste pour Donald Trump. Tout ça pour vous dire, je tiens à vous dire quand même qu'au sein du Parti démocrate, on essaye de tenir un front commun contre une menace particulièrement grave. Et donc il y a différentes sortes de démocrates qui ont gagné hier soir, mais ils ont tous gagné. Alors c'est vrai qu'on dit New York n'est pas les États-Unis, certes, mais est-ce que vous diriez quand même que cette victoire elle est symbolique pour montrer en tout cas au pays que les citoyens américains peuvent rester unis malgré les divisions, malgré des désaccords sur la politique intérieure, voire sur des conflits à l'étranger? Le 18 octobre dernier, ils étaient quelque chose comme 7 millions dans la rue, à 2600 endroits différents. Il y a une mobilisation qui s'est déjà réalisé. No Kings, vous parlez de No Kings, le mouvement. No Kings Day, mais c'était pas une occasion unique. Ce type de mobilisation va se reproduire et se renforcer. Et je pense que la condition, les motifs du mécontentement qui ont donné lieu à ces manifestations. C'est intéressant parce qu'on les voit ces images. On avait prévu de vous les montrer plus tard dans ce débat. Ça vient finalement très vite. C'est intéressant que vous en parliez, James Cohen. Est-ce que vous diriez, Frédéric Arnoux, qu'au fond, puisque c'est la question de ce débat,
Ce sont d'abord les citoyens qui résistent à Donald Trump. On voit ces images de No Kings, pas de roi. Pour l'instant, oui. Et c'est vrai que ces citoyens-là se sont un peu désœuvrés, en fait, un peu orphelins, parce qu'il n'y a pas de figures emblématiques jusqu'ici qui sont dégagées de ce panel potentiel démocrate. Bon, on parlait de M. Mamdani. C'est quelqu'un aussi, c'est une figure assez polarisante. En fait, on l'a vu beaucoup dans cette campagne électorale. Est-ce qu'il va falloir avoir quelqu'un du côté démocrate qui soit aussi polarisant? Je ne sais pas. On parlait de Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, qui est un bonhomme, qui est une grande gueule, vraiment, qui serait capable, à mon avis, de tenir la dragée haute face à Donald Trump. Mais encore une fois, ça ne représente pas l'électorat du centre qui se cherche toujours. Ouais, vous avez lâché le mot, un centre qui se cherche toujours. C'est aussi ça, l'Amérique, portrait d'un pays polarisé. C'est le titre de votre livre. Vous dites que lui aussi, finalement, incarne cette polarisation, le futur maire de New York. Mais pour revenir juste à ce mouvement, je vais poser la question ensuite à notre invité qui est à New York, Tristan Cabello. Qu'est-ce que ça peut changer, en fait, de voir des citoyens prendre la rue ? Ça peut évidemment réveiller un intérêt d'un parti démocrate qui s'est un petit peu endormi, qui se demande encore comment ça se fait qu'on a perdu cette fameuse élection présidentielle. Le temps passe, il reste juste un an avant justement les élections de mi-mandat. Le problème maintenant, c'est vers quoi va aller le Parti démocrate? Parce que M. Mamdani, c'est bien, mais c'est pas une formule qu'on peut adapter à l'ensemble des États. Donc il va falloir trouver une sorte de recréer une sorte de coalition du côté démocrate qui vont aller chercher le centre, les désabusés, les républicains modérés, ceux qui ne se reconnaissent pas du tout dans le groupe MAGA et les Trumpistes. Donc c'est ça qui est un peu compliqué actuellement. Mais le compteur tourne, hein, le compte à rebours a commencé. Et il va falloir qu'il se réveille à un moment donné. Et voilà, il va falloir qu'il se réveille. Tristan Cabello, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. Difficile de ne pas vous poser la question de ce mouvement. On a vu il y a 3 semaines donc, des milliers de rassemblements à travers les États-Unis. Quelle en est la portée selon vous? Puisque c'est la question de ce débat, est-ce que ce sont d'abord ces Américains-là qui se dressent contre la politique du président des États-Unis? Oui. Alors, il faut quand même distinguer 2 choses. Il faut distinguer les manifestations No Kings et puis toutes les organisations de beaucoup de citoyens américains au niveau local, des gens qui s'organisent dans leur école, des gens qui s'organisent dans leur université, des gens qui s'organisent à leur travail. C'est-à-dire comment protéger tous ces gens qui vont se faire expulser par ICE, comment protéger des personnes trans qui vont voir leurs droits peut-être s'amoindrir dans les prochains mois et les prochaines semaines. Juste revenir sur quelque chose, ce qui est très important, c'est qu'on dit souvent que l'effet Mamdani n'est pas réplicable ailleurs aux États-Unis. Or, on a des chiffres qui sont assez précis. On a demandé aux Américains s'ils étaient pour le programme de Mamdani. Et dans toutes les mesures qui ont été proposées, c'est-à-dire les transports gratuits, la santé plus abordable et aussi le gel des loyers, enfin l'encadrement des loyers, qui sont vraiment des mesures qui existent un peu partout en Europe. Son programme social plaît aux Américains, vous nous dites? Son programme social plaît aux Américains et rencontre une majorité de voix. C'est lui qui est polarisant, c'est-à-dire lui n'est pas très populaire aux États-Unis. Par contre, un programme social d'envergure, du genre de Medicare for All, de College for All, ça c'est des mesures qui plaisent aux Américains. Le problème, c'est que ni le Parti républicain, ni le Parti démocrate ne les proposent dans les élections. Alors on a un autre visage à vous montrer, Elisabeth Shepard-Selem, vous le connaissez, Gavin Newsom, lui, il peut se présenter à la Maison-Blanche et il est un des espoirs du Parti démocrate. Je parle sous votre contrôle. Est-ce que c'est ce gouverneur qui tient tête à Donald Trump précisément depuis plusieurs mois? Alors, depuis plusieurs mois, il a une stratégie intéressante parce qu'il a une stratégie justement des réseaux sociaux qui est un miroir de la stratégie de Donald Trump. Et pour ceux qui n'ont pas vu son Twitter, c'est assez amusant de voir à quel point il arrive à répondre tac au tac au président américain d'une manière assez brutale, mais justement, c'est la façon que Trump il lui fait, tient tête, ouais. Et donc il lui tient tête. Donc, clairement, il se positionne avec un ou deux autres gouverneurs, notamment je pense à Pritzker, au gouverneur d'Illinois, qui cherche clairement pour les primaires des démocrates à la prochaine élection de se positionner justement comme la résistance à Trump. Et Newsom, pour le coup, si on ne le connaissait pas avant, maintenant je pense que tout le monde le connaît. Et c'est aussi ça le jeu de l'élection américaine, c'est de se faire connaître de toutes les 50 États. Cet homme, James Cohen, s'il veut s'imposer Gavin Newsom, il va devoir endosser ce rôle de premier opposant
Rappelons qu'il y a des élections de mi-mandat dans 1 an aux États-Unis. Il va devoir s'affirmer encore plus. Ce qui va compter pour les candidatures à la présidence, ce sont les élections primaires qui ont lieu la même année que l'élection, en 2028. Ouais. C'est très tôt pour parler de candidature à la présidence. Ouais, c'est encore très loin. Mais quand même, ce dont il faut parler aujourd'hui, ce sont des initiatives et les formes de mobilisation et de résistance. Alors est-ce il l'a déjà prouvé, hein, d'ailleurs, lui, notamment s'agissant de l'immigration, en matière d'immigration, il a prouvé qu'il pouvait se dresser, avec parfois des mots très durs, hein, le disait Elisabeth Shepard-Sellam, mais est-ce que vous croyez en lui pour endosser ce rôle de premier opposant et de résister à la politique de Donald Trump? Je me déclare absolument neutre en tant que porte-parole des démocrates à propos des candidatures à la présidence. On voit que c'est sensible, là. Même si j'ai mes idées là-dessus, je ne vais pas... Alors je me tourne vers notre invité, journaliste et confrère canadien. Cet homme, il a vraiment des chances de porter les espoirs du Parti démocrate, vous le disiez, qui était un peu en lambeaux, hein, après la défaite de Kamala Harris. Ben, pour l'instant, il occupe beaucoup de place. C'est sûr qu'il essaye d'imiter ce que fait Trump avec des déclarations incendiaires en lettres capitales, etc. Il prend aussi Trump à son propre jeu. Hier soir, il y a quand même une mesure importante qui a été adoptée en Californie. C'est ce qu'on appelle le gerrymandering, ce que je qualifie en fait de charcutage électoral, c'est-à-dire qu'on redéfinit les frontières des circonscriptions électorales pour essayer de mettre d'un côté tous les républicains et tous les démocrates, mais de créer de nouveaux sièges. Et donc là, Newsom a décidé de créer 5 nouvelles circonscriptions qui seraient quasiment dévolues d'office pour répondre aux démocrates. Au Texas. Pour répondre au Texas. Donc, il sait comment ça marche. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de fédérer la base, les millennials, ces gens-là qui ont porté un peu Mamdani et compagnie? Je ne sais pas, parce que il représente la 6e économie mondiale, je pense, en termes de puissance. Mais la Californie, vous voulez dire. La Californie, mais il représente aussi la Californie. Et beaucoup d'Américains adorent détester la Californie parce que ça représente beaucoup de... Ce que les gens n'aiment pas en général, c'est des hautes taxations, c'est des coûts de la vie qui sont assez élevés. Donc, est-ce que c'est la bonne personne? Pour l'instant, en tout cas, il le pense, il prend beaucoup de place. Mais 1 an, c'est une éternité en politique. Et donc, on ne sait pas trop ce qui va arriver, quoi. Alors, on poursuit ce débat. Nous avons voulu sonder le directeur exécutif d'Amnesty International, parce qu'on va parler aussi avec vous après des contre-pouvoirs, entre guillemets, notamment des médias, peut-être aussi du secteur culturel. Paul O'Brien, donc, numéro 1 d'Amnesty International États-Unis. Pour lui, il faut que les gens se réveillent. Écoutez. Nous sommes face actuellement à un moment de vérité dans la politique américaine sur l'avenir que nous voulons. Si nous ne construisons pas ce consensus sur une société plus inclusive sur les droits humains, nous en verrons les conséquences terribles dans les années à venir. Mais nous pensons qu'il y a une prise de conscience qui se manifestera à la fois lors des élections de mi-mandat et au moment de la présidentielle. On a besoin que les gens se réveillent. On a besoin que davantage d'Américains prennent conscience des conséquences des décisions d'aujourd'hui sur leurs droits humains plus tard. On a besoin qu'ils fassent le lien entre les choses. Et de plus en plus, on voit les gens réagir, protester pacifiquement, s'impliquer dans le combat pour la défense des droits et comprendre que s'ils s'en prennent aux plus vulnérables un jour, ils s'en prendront demain à tout le monde. Tristan Cabello, votre réaction à cette déclaration, à ces propos recueillis par Sophie Goldstein? Oui, c'est très juste, c'est très juste. Et ce que l'on voit, c'est qu'en effet, les Américains se réveillent. Donald Trump n'est pas du tout un président populaire et ses politiques ne sont pas vraiment populaires. Et donc, on le voit dans la rue, il y a des défilés de millions de personnes. Maintenant, c'est comment transformer cette présence dans la rue en une résistance, disons, peut-être plus pratique et plus visible. Et donc là, il faut quand même le dire, c'est que les gens ont peur. On est dans un pays où les gens sont incroyablement précarisés, les gens ont très peur de perdre leur travail, les gens ont peur de s'engager aussi parce qu'ils ont peur d'être surveillés. Donc il y a des petits poches de résistance qui s'organisent bien évidemment partout aux États-Unis et partout dans les universités, dans les écoles, etc. Ça reste quand même un mouvement finalement assez underground parce que les gens ne veulent pas s'afficher, ne veulent pas afficher leurs différences avec le président. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que quand même les gens se mobilisent dans la rue. On le voit à l'écran là, et c'est souvent d'ailleurs avec des masques, parce que les gens ne veulent pas être vus, et s'organisent aussi localement dans leur quartier
dans leur communauté. Ouais, mais Elisabeth Shepard-Sellam, une réaction peut-être, ou vous pouvez aussi réagir, hein, tous les quatre, mais il reste quand même populaire, Donald Trump, aujourd'hui. Il reste, c'est sûr que c'est pas sa partie, son électorat qui est dans la rue, et effectivement, il y a une partie, malheureusement, des États-Unis qui est très friand de ces de ces politiques. Quoique, pardonnez-moi, mais même le mouvement Make America Great Again, il y avait quand même parfois, rendre à sa grandeur l'Amérique, il y a eu quand même des critiques sur la politique étrangère notamment, en disant il avait dit qu'il n'irait pas s'engager dans des conflits alors qu'il le fait. Ça grince aussi des dents. Aujourd'hui, ça grince les dents. Pourquoi? Parce que des questions très pragmatiques, les promesses électorales, par exemple sur la vie chère, l'inflation, sur ces choses-là, il passe son temps sur le Venezuela, à menacer maintenant le Nigeria, à s'occuper de choses qui ne sont pas dans les préoccupations de tous les jours des citoyens. Donc même ceux qui ont voté pour lui, bien évidemment, et je rajouterai à ce que disait Tristan, les sondages montrent à quel point il a aussi un problème avec même son électorat aujourd'hui pour ces raisons-là. C'est très fort ce que vous venez de dire, militariser les villes, vous avez dit. Il envoie la garde républicaine, même si là il y a des contre-pouvoirs, il y a notamment des juges qui ont décidé de suspendre l'une des décisions pour l'une des villes. Récemment. C'était difficile pour lui de garder des troupes à Los Angeles parce qu'il n'y avait aucun motif, sauf pour sécuriser, donner l'impression qu'il y avait de la bagarre et pour protéger, soi-disant, des bâtiments fédéraux et pour protéger aussi, pour rendre le terrain plus propice pour ICE, pour qu'il puisse aller arrêter un maximum d'immigrés. Mais je crois qu'il n'y a plus de troupes à Los Angeles. Et la menace plane toujours sur Chicago, sur Memphis, dans le Tennessee, et qui sait si demain à New York, il va prendre sa revanche contre Mamdani. Nous sommes extrêmement vigilants et on ne peut pas trop, comment dire, et on ne peut pas sous-estimer le danger. Juste pour dire aussi, c'est pas simplement que les cours qui réagissent, c'est les États. Pritzker, donc le gouverneur d'Illinois, a poursuivi le gouvernement fédéral devant les cours, justement pour arrêter ces déploiements de troupes. Même Trump l'avait menacé de le mettre en prison et Pritzker avait dit « Venez me chercher, il n'y a pas de souci ». Il a fait des déclarations très fermes. Donc il y a quand même cette résistance, on va dire, légale au niveau des États pour dire « Vous n'avez pas de tout le pouvoir » et c'est très important. En fait, la question de ce débat, qui résiste à Donald Trump, c'est tout simplement l'état de droit et les fondements de la démocratie américaine. C'est un aspect, mais il y a aussi des formes de mobilisation qui viennent plus, comme on dit, de la base. Je ne fais pas exprès de revenir à l'élection de New York, mais l'élection de New York est le résultat d'un travail de base absolument considérable. Ils ont frappé à 2 millions de portes et on a mis une campagne comme ça. Et ça peut être un exemple. À l'ancienne, loin des réseaux sociaux, avec le tract. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de porte-à-porte. Aussi, un usage très habile des médias. Mais en fait, on parle beaucoup des démocrates depuis le début, mais en fait, la question qu'on se pose aussi, où sont les républicains? Parce que c'est un peu ça, dans le fond, ceux qui sont en charge de l'agenda politique pour l'instant, à Chambre et Sénat, ce sont les républicains, avec des maigres majorités, mais quand même, où sont les républicains purs et durs, c'est-à-dire les modérés, les traditionnels? Pour l'instant, le parti est complètement phagocyté. Certains diront même émasculé par Trump. Quand on regarde un peu le président de la Chambre, M. Mac Johnson, qui c'est vraiment l'aventrisme total, parce que bon, il y a tout le mouvement aussi nationaliste chrétien en arrière de ça. Mais il reste que c'est ça. Que font ces fameux républicains? La portion de Mme Cheney et compagnie n'existe pas vraiment. Il y a toujours cette peur, c'est un régime de terreur en fait qu'a instauré Donald Trump à travers ses troupes. De la fille de Dick Cheney. La fille de Dick Cheney qui est décédée hier à l'âge de 84 ans. Exactement. Et cette fille-là, qui avait quand même fait campagne aussi pour Mme Harris lors de la dernière campagne présidentielle. Où sont ces personnalités-là? Donc pour l'instant, c'est là où le bas blesse. C'est cette espèce de résistance qui devrait être quand même aussi du côté républicain. Encore une fois, ils ont peur. Tristan Cabello, c'est vrai. D'ailleurs, Elisabeth Shepard-Sellam me dira si je ne trahis pas ses propos, mais j'ai lu certaines interviews de vous, entrevues où vous dites que Donald Trump a trahi le conservatisme à l'ancienne. Mais juste Tristan Cabello, d'abord, sur cette question-là. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question ce soir. Est-ce que le premier à résister à Trump ne devrait pas être à trouver dans les rangs du Parti républicain?
Oui, on dit souvent que le Parti démocrate est très divisé. Alors c'est très vrai, mais bon, il est divisé entre une aile voilà progressiste et une aile centriste. Le Parti républicain est très divisé, contrairement à ce que l'on croit. Le Parti républicain n'est pas uni derrière Donald Trump. On l'a vu à 2 reprises récemment, hein. On l'a vu sur le Big Beautiful Bill, donc ce grand projet de budget. On a vu des républicains plutôt conservateurs qui étaient très clairs et qui disaient bon, nous on veut encore des mesures sociales, et puis des républicains plus durs qui disaient bon, on ne va pas assez loin dans la dérégulation. Et puis on l'a vu aussi sur la question, d'ailleurs de manière assez surprenante, sur la question d'Israël. On a vu par exemple une Marjorie Taylor Greene qui est quand même très pro-trumpiste dire bon voilà, on va trop loin dans le soutien à Israël. Donc voilà, c'est assez surprenant d'entendre ça. Et contrairement à ce que l'on croit, bon, il n'y a pas que le Parti démocrate qui est très divisé, et c'est vrai qu'il est divisé. Le Parti républicain n'est pas entièrement uni derrière Donald Trump. Il y a des fractions, et il y a des fractions qui pourraient à un moment prendre le pouvoir. Elisabeth Shepard-Selam. Alors, effectivement, je rajouterais, moi, je sais de quel article vous faites référence. Non, mais les mots sont forts. Non, mais les mots sont forts, pourquoi? Parce qu'ils se réclament de Ronald Reagan. Mais je crois que c'est les Canadiens qui ont rappelé la semaine dernière Ça coûtait cher. Les mots de Reagan, en rappelant quand même que Reagan, c'était l'anti-impôt, l'anti-tarif, alors que Trump, pour plein de raisons, représente totalement autre chose. Il est très populiste, mais il n'est pas forcément conservateur à l'ancienne, en tout cas républicain. Et il y a cette fracture. Et on le voit de plus en plus, notamment sur ces questions d'antisémitisme et en opposition aussi aux chrétiens évangéliques. Il y a eu des mots et des divisions très fortes cette semaine, notamment vis-à-vis du Heritage Foundation, qui a écrit le projet 2025, mais qui était aussi derrière Reagan à l'époque. Et on voit une division de plus en plus forte chez les républicains, ce qui est intéressant parce que parfois ça va très loin et très violent avec des idées, par exemple, que des hommes comme Marco Rubio pourraient incarner une certaine idée du Parti républicain à long terme, même s'il s'aplatit aussi aujourd'hui. James Cohen, on finira avec vous, démocrate, je le rappelle. En fait, pour vous, votre principal allié, s'il continue à s'entêter dans sa politique et à ne pas écouter, y compris sa propre base ou ses propres alliés, c'est Donald Trump. Mais écoutez, non, c'est l'ennemi. Franchement, c'est l'ennemi. Et il tient toujours le Parti républicain. Et les formes de dissidence dont parlait M. Cabello tout à l'heure existent, mais dans l'image, parce qu'il surveille tout. Il est très difficile, à moins qu'on soit sur le point de prendre sa retraite, comme c'est le cas d'un sénateur de la Caroline du Nord, de dire ouvertement qu'on n'est pas d'accord. Mais il doute, vous croyez qu'il doute aujourd'hui, Donald Trump? Vous sentez qu'il doute? Je pense qu'une chose qu'il sait faire, c'est regarder les sondages, et il sait qu'il est extrêmement bas dans les sondages, et il a peur, et c'est pour ça qu'il montre autant de colère. Il n'y a pas mon nom sur les bulletins, mais il a dit il n'y a pas mon nom sur les bulletins, mais on sent que c'était un peu du bout des lèvres, quoi. Pour dire qu'il y avait de l'ingérence dans l'élection, ça serait peu dire, quoi. Merci beaucoup à tous les quatre, Elisabeth Shepard-Selam, James Cohen, Frédéric Arnoux, donc, et en direct de New York, Tristan Cabello. Merci à tous les quatre pour votre éclairage très pertinent ce soir dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.